Bonjour, Bonjour. je vous souhaite la Bonjour. bienvenue à cette conférence. Voilà, donc n'hésitez pas à allumer les caméras si vous le souhaitez pour que ce soit plus convivial. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois que nous sommes 18, euh, Bonjour. 9, les gens, bonjour, bienvenue. Merci. Alors, du coup, ce que, deux petites informations pour commencer. La première, c'est on enregistre pour permettre à des personnes qui n'ont pas la possibilité de visionner, enfin d'assister à cet échange, de pouvoir le visionner après coup. Donc si vous souhaitez pas être dans l'enregistrement, vous pouvez couper vos caméras et comme ça, ben, vous avez la possibilité de ne pas être enregistré. Et deuxième chose, j'utilise un assistant piloté par une intelligence artificielle pour faire un compte rendu, alors qui est plus ou moins performant selon les visios, mais qui permet d'avoir une synthèse écrite de nos échanges, ce qui permet d'avoir un peu un verbatim et que vous pourrez consulter si vous le souhaitez après coup. Voilà, donc, mais je tiens à vous le dire pour que vous vous sentiez informé de tout ce qui se passe durant cette visio. Voilà. Alors, ok. Donc, quelqu'un qui nous dit qu'elle va devoir nous quitter d'ici une trentaine de minutes. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement le principe de la formation. Et après, dans un deuxième temps, ben, on échange de manière ininterrompue sur les questions que vous auriez par rapport à soit à des aspects pédagogiques, soit par rapport à des projets personnels concernant le pourquoi de cette formation, ou alors des questions administratives, si vous le souhaitez, dans la mesure où je serai capable de pouvoir vous répondre. Mais je sais qu'il y a à côté de nous Stéphane Lambré qui est présent et qui pourra nous aider aussi à répondre le cas échéant sur des aspects en lien avec les aspects administratifs. Peut-être que tu veux dire quelques mots, Stéphane? Oui, non, bah, ravi de vous voir très nombreux. Je le dis en tant que responsable de la mention pratique et ingénierie de la formation de l'INSPE de Lille, qui accueille le DU ainsi que toute une autre offre de formation, hein, des DU, des masters, etc. Donc ravi de vous voir nombreux. Et puis effectivement, on essaiera de répondre à vos éventuelles questions dans la limite de mes modestes compétences. Mais heureusement, il y a aussi Mylène Konieczny, qui est responsable du service formation continue, qui est avec nous, qui sait bien plus de choses que moi. Ah, super. Ben, bonjour Mylène, je ne t'avais pas Bonjour vu. Julien. Donc, Bienvenue Mylène. oui, Je- merci. Donc, je vais me présenter aussi rapidement et parce qu'on aura sûrement l'occasion, pour certains d'entre vous, d'être en relation directe, notamment dans le cadre de la formation continue et du financement de cette formation. On a d'ailleurs dû renvoyer à certains d'entre vous ce matin le lien de connexion suite à des demandes de devis, des choses comme ça. Et alors, pour une question tout à fait pragmatique, on a souhaité ne pas faire de devis avant cette visio, tout simplement pour s'assurer que les personnes qui étaient intéressées puissent être à cette visio et puissent confirmer le fait qu'elles soient effectivement besoin de ce fameux devis. Donc, c'est bien mon service effectivement qui va mettre en place ces devis et aussi vous accompagner sur le financement si nécessaire. Et voilà, je reste disponible, je reste sur la visio pour éventuellement répondre à des questions effectivement plus administratives ou techniques à ce sujet. Voilà. Je me tais désormais. Non, mais c'est important de dire et de se présenter de manière à ce que tout le monde puisse savoir qui est qui et puis aussi de pouvoir répondre à toutes les questions qu'auraient nos participants. Du coup, je vais vous partager la page de présentation du DU. Comme ça, vous avez euh, le déroulé en temps réel. Donc, sur ce site de l'université, dont je vous partage ici le lien dans la partie chat, voilà, vous avez la possibilité de trouver beaucoup d'informations concernant ce DU. Alors, ce diplôme universitaire, il existe depuis 2017. Il a deux noms. Il s'appelle d'abord diplôme universitaire apprendre par le jeu, ce qu'on appelle de manière contractée DU APLJ.
apprendre par le jeu. Et il a été labellisé en 2022 sous le nom Concevoir un dispositif gamifié par France Compétences, l'organisme qui permet en fait de mobiliser le CPF. Alors, cette année, c'est une année un peu spéciale. On est en période de renouvellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à date, vous garantir qu'on aura la possibilité de remobiliser pour l'année 2025-2026 le CPF, puisque on aura la réponse, on espère, au courant juin de savoir si on a la possibilité de reconduire euh, cette formation avec le label de France Compétences. Donc on est en période de renouvellement et en toute transparence, c'est plutôt bien engagé, mais on nous a demandé des modifications dans le dossier. Et donc pour le moment, on est dans une période où il faut donner des documents et transmettre des documents et tout ça est un peu long. Et donc, dans cette dynamique, on a décidé de prolonger la période d'inscription jusqu'à fin septembre, de manière à pouvoir se donner le maximum de chances de pouvoir mobiliser le CPF si jamais France Compétences nous donnait sa réponse dans les temps. La seule chose, c'est qu'après le 30 septembre, ça va être compliqué pour nous de prolonger la période d'inscription, puisqu'il faut quand même vous faire les retours sur les personnes qui auront été sélectionnées et admises pour suivre cette formation, et que vous ayez le temps aussi de mobiliser donc les recours administratifs pour faire valoir donc votre CPF, le cas échéant, ou d'autres formes de subventions ou de financement. Et donc, la rentrée pour nous, elle est quand même donc mi-octobre. Donc, à partir de là, vous voyez, c'est un peu compliqué d'aller au-delà du 30 septembre, mais on a décidé donc de prolonger pour pouvoir mobiliser le CPF, le cas échéant, si on a l'accord de France Compétences. Alors, cette parenthèse étant refermée, mais sur laquelle on pourra revenir lors de vos questions, je vous fais une rapide présentation du DU. Donc, le DU, c'est une formation qui vise donc à vous faire monter en puissance sur la ludopédagogie de manière globale, générale. Qu'est-ce que ça veut dire la ludopédagogie? C'est l'idée de mobiliser du jeu pour faire de la médiation, une médiation qui peut s'opérer dans différents secteurs d'activité, comme par exemple l'éducation, la santé, mais aussi pour des registres qui n'ont rien à voir, hein, qui peuvent être par exemple HSE, hygiène, sécurité, environnement. Ça peut être pour de l'événementiel, ça peut être pour des porteurs de projets qui souhaitent proposer leurs services dans ce domaine-là. Ça peut être pour tout un ensemble de choses auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord, comme le tourisme, comme par exemple de la médiation culturelle dans les musées. Bref, l'étendue des possibles est assez large. On parle aussi de valorisation scientifique. Enfin, voilà, la médiation par le jeu a beaucoup, beaucoup de possibles. Et donc, à partir de là, ce sont souvent donc les personnes qui intègrent la formation, qui arrivent avec un projet, et j'insiste sur ce paramètre-là, vous avez dans le cadre de cette formation une priorité qui est donnée aux personnes qui ont un projet. C'est-à-dire que les personnes qui collectionnent les formations, c'est pas on va pas leur ouvrir la porte, mais elles arriveront, on va dire, en deuxième vague de sélection. C'est-à-dire qu'on va privilégier les personnes qui arrivent avec un projet et qui ont un besoin concret. Par exemple, quelqu'un qui nous dit, je veux suivre cette formation parce que j'en ai besoin pour monter mon entreprise ou j'en ai besoin dans le cadre de mon service hospitalier pour aider des enfants diabétiques, par exemple. Ben, c'est sûr que ce sont des arguments qui pèseront plus que quelqu'un qui va nous dire j'adore la ludopédagogie et j'ai envie de faire une formation sur ce sujet-là. C'est-à-dire que très bien, la personne est passionnée, mais ça suffit pas pour passer devant des personnes qui ont des projets concrets. Donc, petit conseil, si vous faites donc une lettre de motivation pour vous inscrire dans le cadre de ce DU, pensez à expliciter votre projet. Ça, c'est un point très important. Et ce projet,
on aimerait qu'il soit un peu détaillé. Restez pas dans une approche vague en disant je veux faire un projet pour aider les enfants du tiers-monde. C'est dites-nous exactement comment. euh, Plus vous êtes précis et plus ça nous permettra d'opérer une sélection qui soit affinée. Alors, au niveau de cette formation, donc je vous ai dit que ça embrassait donc plein de possibilités, plein de domaines. C'est tout ce qui s'écarte du domaine du divertissement, donc c'est extrêmement large. Et la spécificité de cette formation, c'est que on limite les places à 15 personnes par promotion, et chaque année, nous faisons 2 promotions. Une promotion qu'on appelle la version étendue, qui court du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet, mois de soutenance. Et puis, on a une version plus ramassée qui démarre au mois de janvier et qui court jusqu'au mois de juillet. Alors, de manière pragmatique, je vais vous présenter tout à l'heure le détail des dates. Et Mylène et Stéphane, qui sont ici présents, ont proposé donc un planning qu'on va vous exposer. Et comme ça, vous verrez un petit peu les spécificités de ces 2 promotions. Et puis après, ben, quand vous vous inscrivez, essayez de nous dire, en plus de votre projet, quelle est la promotion qui vous plairait le plus. Voilà, ça c'est important pour qu'on puisse essayer de vous ventiler au mieux. Néanmoins, le comité de sélection se garde la possibilité de vous orienter sur une de ces 2 sessions en fonction de ce qu'on pense de votre profil. Je m'explique. Si vous avez un profil qui nous semble euh, plutôt débutant, on vous aiguillera plutôt vers la version longue pour que vous ayez le temps d'assimiler tous les savoirs qu'on va vous dispenser. Alors que si vous êtes déjà quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer un petit peu la ludopédagogie, on aura plutôt tendance à vous orienter vers la session ramassée, qui démarre au mois de janvier, parce que on considérera que vous avez une vitesse d'assimilation qui sera probablement un peu plus rapide. Voilà. Mais bon, après, on essaye de respecter au mieux vos choix, mais des fois, si on a, comment dirais-je, un petit doute sur votre capacité à vous positionner sur une session au regard de votre profil, on essaiera quand même de discuter avec vous, de dialoguer avec vous pour voir si c'est pas plus sage de vous mettre dans l'autre session. Ça va pour vous? Alors, au niveau de ce qui est visé comme compétence dans cette formation, donc évidemment, c'est vous amener en 3 piliers à aborder 3 aspects qui sont importants. Donc, le premier pilier, c'est de l'approche théorique qui est du cours, on va dire, pour vous faire monter en connaissance sur des aspects qui sont en lien avec qu'est-ce que la ludopédagogie, qu'est-ce que le jeu sérieux, qu'est-ce que la gamification, et puis après, quels sont les séquençages de ces types d'activités ludopédagogiques, donc la structuration, comment on design un jeu sérieux et comment on conçoit une activité de jeu sérieux, ce qui est différent. On va ensuite vous amener à faire des approches pratiques, c'est-à-dire vous allez être en situation de faire, donc des séances ludopédagogiques que vous devrez vous-même animer auprès des autres membres de la promotion pour vous mettre un petit peu dans le bain, et puis vous amener donc à nous montrer comment vous vous y prenez, et puis les autres seront toujours dans une dynamique de conseil, d'aidant, qui vont essayer de vous apporter donc une évaluation, mais constructive, de manière à vous aider à progresser à la fois dans votre manière d'intégrer donc les pratiques, mais aussi sur votre propre projet personnel. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la troisième étape de la formation. Vous avez ce projet personnel qui constitue un petit peu le fil rouge de la formation et qui va vous amener jusqu'à la soutenance à devoir monter en puissance dans votre projet, sachant que
Le DU n'est qu'un passage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec l'idée de viser la soutenance comme une finalité, mais la soutenance qui a lieu au mois de juillet, c'est nous montrer que vous êtes sur la bonne trajectoire par rapport à votre projet personnel, à votre projet professionnel. C'est-à-dire que nous, on a la modeste mission d'essayer de vous accompagner sur une période qui court de octobre à juillet ou de janvier à juillet, en essayant de faire en sorte que vous soyez dans une trajectoire qui soit la plus cohérente possible par rapport au projet que vous nous avez vendu dans la lettre de motivation, mais qui bien sûr peut évoluer au regard de ce que vous apprenez dans le DU, et puis au regard aussi de, des objectifs et de la stratégie que vous avez par rapport à vos objectifs personnels ou professionnels. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra à intervalles réguliers et qui fera l'objet d'échanges à intervalles réguliers auprès des autres membres de la promo, mais également auprès de coachs qui seront mis à votre disposition pour un quota de 4 heures et qui vous accompagneront de manière personnalisée sur votre projet personnel. Voilà un petit peu la philosophie de la formation. Donc vous voyez, on est beaucoup dans le faire, mais on apporte des approches théoriques. Et on a toujours en trame de fond votre projet personnel, votre projet professionnel qui transparaît et sur lequel on va toujours essayer d'avoir une forme de cohérence qu'on ira titiller de manière à voir si vous êtes toujours dans les rails qui vous guideront, qui vous mèneront vers ce que vous souhaitez faire après le DU. Alors, au niveau des contenus, vous avez donc des approches donc, qui s'inscrivent dans ces trois canevas, mais vous avez également des intervenants variés qui vont vous sensibiliser sur plusieurs aspects autour du jeu. Donc il y aura une nécessité de monter en puissance dans la culture du jeu. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est difficile de faire de la ludopédagogie si on ne connaît pas la culture ludique ou la culture vidéoludique, c'est-à-dire celle qui est en lien avec les jeux vidéo, mais autant avec les jeux de société. Et votre projet peut très bien être sur de l'analogique, c'est-à-dire du jeu de société, des jeux de cartes, mais aussi sur du jeu numérique, du jeu vidéo, ou bien aussi sur une hybridation entre les deux. C'est-à-dire, vous nous dites, je veux par exemple faire un dispositif qui mêlerait à la fois de l'analogique et du numérique. C'est tout à fait possible. Au niveau du DU, votre projet n'est pas obligatoirement de faire un prototype de jeu. Vous pouvez également nous dire, moi, j'ai besoin de faire une étude de faisabilité pour le compte d'une entreprise ou pour le compte d'une entreprise que moi j'aimerais développer ou pour le compte d'une institution qui peut par exemple être une médiathèque que vous souhaiteriez gamifier et pour laquelle on vous a mandaté dans le cadre de cette formation pour pouvoir étudier la faisabilité de la chose. Donc vous pouvez très bien nous dire, soit je fais un dispositif de jeu sérieux, soit je fais un mémoire, soit je fais une étude de faisabilité, ou bien je peux aussi faire un mix des deux, c'est-à-dire je fais un prototype et puis j'en évalue la pertinence dans le cadre d'un mémoire. Voilà, vous voyez, c'est un peu ouvert. Il y a des projets qui sont, comment dire, différents et on est ouvert à la différence, c'est-à-dire vous pouvez avoir des personnes qui vont nous dire, moi je choisis une approche constructionniste, c'est-à-dire je vais faire des jeux à un public par exemple de personnes qui sont en recherche d'emploi ou d'enfants qui sont en situation de décrochage scolaire ou qui sont dans un parcours thérapeutique. Parce que leur faire faire le jeu, c'est la solution la plus adaptée pour répondre aux objectifs utilitaires que l'on vise avec ce public-là. Et ça aussi, ça rentre tout à fait dans le cadre du DU. Donc, ne vous enfermez pas dans une représentation qui serait de dire, je fais cette formation, automatiquement, je fais un jeu à la sortie. Voilà, c'est la thématique du jeu aussi qui peut être convoquée, ou bien vous pouvez aussi être sur une approche
gamifié. La subtilité étant que vous n'avez pas forcément, comment dirais-je, un jeu au sens on peut gagner ou on peut perdre, mais une approche gamifiée, c'est convoquer, c'est une évocation du jeu, si vous voulez. On convoque la thématique du jeu, mais pour atteindre des objectifs utilitaires. Voilà. Donc, on essaye d'être le plus large possible en termes de projet, mais les choses, chaque année, nous surprennent toujours. On a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas et on essaye d'être le plus ouvert et le plus, comment dirais-je, euh, flexible, de manière à pouvoir vous accompagner sur votre besoin dans le cadre de ce DU. Est-ce que, à ce stade, vous avez des questions, des remarques, des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse pour votre propre situation ou par rapport à ce qu'on vient de dire? Moi, je veux bien. Oui, Emmanuel. Bonjour, merci déjà pour toutes ces explications qui sont très claires. Je me demandais juste, donc, si on choisit de faire uniquement un prototype de jeu, quel sera le contenu de la soutenance? Alors, le contenu de la soutenance, on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre des cours, hein, évidemment, mais je vais vous montrer concrètement quelle est la grille qui fera un petit peu état de votre sélection, enfin au niveau de la soutenance. Donc la grille est la suivante. Les critères sur lesquels on se base sont les éléments suivants. On verra avec vous quelle est l'analyse des besoins, c'est-à-dire concrètement, quand vous faites un projet, est-ce que vous avez bien défini quels étaient ces objectifs? Est-ce que vous avez bien précisé le public? Et est-ce que vous avez su conduire un état de l'art? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait un benchmark qui nous permet de dire, ben voilà, le jeu que je propose, ben ça n'existe pas déjà par ailleurs. Bref, on essaye d'éviter de réinventer l'eau chaude. Et si des produits concurrents existent, alors en quoi votre projet constitue une valeur ajoutée? Donc ça, c'est le premier critère. Bon, on aura le temps, évidemment, dans le cadre de la formation, de rentrer en détail dans tout ça. Là, je survole un petit peu pour pas manger tout le temps là-dessus. Au niveau de la conception, on regardera s'il y a une bonne cohérence entre l'approche utilitaire que vous proposez et, on va dire, la dimension ludique qui est convoquée dans votre application. Donc ça, c'est pour un prototype, mais dans le cas d'un mémoire, on regardera si le mémoire que vous proposez, si c'est un mémoire académique ou si c'est un mémoire industriel, s'il répond bien au canon dans lequel vous vous inscrivez. Ensuite, vous aurez un cahier des charges à produire. Ce cahier des charges est composé de deux volets. On appelle ça le SGDD et le SPDD. Le Serious Game Design Document, c'est plus axé sur le jeu en tant qu'artefact, c'est l'élément avec lequel on joue. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le SPDD, le Serious Play Design Document, qui est la manière dont vous construisez l'activité autour de cet artefact de jeu. Donc ce sont les deux éléments sur lesquels il va falloir que vous travaillez et que le tout réponde et qu'il soit toujours au service de votre objectif utilitaire. Ensuite, la réalisation. On regardera quel est le prototype que vous avez réalisé ou le mémoire que vous avez produit. Et ça sera un élément sur lequel donc, on se basera durant votre soutenance pour évaluer donc la qualité de votre réalisation, tout en s'assurant que vous ayez bien une place centrale dans ce projet, que ce ne soit pas un projet sur lequel vous êtes venu vous greffer par opportunité et que vous essayez de récolter les lauriers d'un travail qui aurait été fait par des tiers. Ensuite, il y a l'aspect évaluation, c'est-à-dire que tout dispositif de type jeu nécessite en fait une approche itérative. C'est-à-dire que vous devez créer votre projet en plusieurs étapes en le faisant tester. C'est ce qu'on appelle du playtest auprès d'utilisateurs. Donc ça, c'est pour tester la jouabilité, mais également l'atteinte des objectifs utilitaires. Donc à partir de là, vous aurez des cours qui vont vous sensibiliser aux, aux dispositifs évaluatifs qu'on peut mettre en place pour essayer donc de bâtir un protocole
sur lequel vous allez pouvoir nous prouver que votre dispositif a bien été testé et qu'il essaye ou qu'il vise bien les objectifs utilitaires que vous visez. Et quels sont les résultats que vous obtenez. Donc tout ça, ça fait partie aussi de votre formation. Ensuite, vous avez, dans le cas d'un prototype, vous devez nous présenter les règles de votre jeu. Est-ce qu'on comprend bien les règles? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Est-ce que les mécaniques que vous proposez dans votre jeu s'inscrivent bien en cohérence avec les objectifs utilitaires que vous visez? Donc, voyez, cette notion d'alignement entre le jeu et les objectifs utilitaires seront souvent questionnés. Ensuite, vous avez, dans le cadre d'un mémoire, là aussi, la question de savoir si la manière dont vous convoquez le jeu dans votre mémoire s'inscrit bien en cohérence avec les objectifs utilitaires qui sont visés, c'est-à-dire, par exemple, l'inscription en doctorat si c'est ce que vous visez, ou l'atteinte d'objectifs économiques si c'est une étude de faisabilité que vous nous produisez. L'aspect créativité, les perspectives professionnelles sont également questionnées. Et puis après, il y a la qualité de votre présentation orale. Et c'est pour ça que vous avez des séances d'entraînement qui vous sont proposées durant la formation pour vous apprendre à pitcher, mais aussi à savoir nous sortir le dialecte en lien avec la ludopédagogie, l'expertise en serious game design, si vous voulez, qui sera nécessaire pour pouvoir donc nous faire valoir votre projet. Et tout ça dans le respect du temps imparti. Dernier point qui a son importance, c'est la notion d'accessibilité. C'est-à-dire que vous visez un public qui peut être, on va dire, euh, neurotypique, tout va bien, etc. Mais si vous êtes, par exemple, dans une entreprise ou dans une école, il peut y avoir aussi des personnes en situation de handicap. Comment vous faites pour pouvoir vous adresser à ce public-là également? Quel est le public qui est laissé pour compte? Est-ce que c'est un choix assumé? Parce qu'on peut peut-être pas prendre en compte toutes les formes de handicap, mais quels sont les handicaps que vous pourriez prendre en compte dans la mesure du possible? Et sachant que des fois, c'est pas forcément des coûts euh, supplémentaires qui sont à rajouter dans la balance. C'est tout simplement y avoir pensé en amont durant la phase de conception. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on viendra vous questionner également durant cette soutenance. Est-ce qu'Emmanuel, ça répond à tes questions? Oui, merci Julien. Avec plaisir. Et puis ça permet aussi de balayer un petit peu la colonne vertébrale de cette formation. Ce document-là, c'est quelque chose sur lequel on reviendra très souvent durant la formation pour pouvoir faire le point sur l'état d'avancement de vos projets respectifs. Et au niveau timing, vous avez dit le temps imparti, mais Alors, le temps imparti pour la soutenance, vous voulez dire? Ok. Alors, Renan, en fait, la soutenance dure exactement 1 heure au total. Le découpage est le suivant. Vous avez 30 minutes pour nous exposer votre projet personnel durant cette soutenance. Et puis ensuite, vous avez 1/4 d'heure d'échange avec les membres du jury. Ensuite, le jury délibère pendant une dizaine de minutes et on vous fait une restitution, une évaluation à chaud, d'abord, dans un premier temps. Et puis ensuite, vous avez la réponse de votre soutenance qui sera communiquée une fois que l'ensemble des membres de la promo auront soutenu, de manière à ce qu'on puisse nous opérer un rééquilibrage des notations, le cas échéant. Voilà. Donc, les soutenances ont toujours lieu la première semaine de juillet. C'est en présentiel, les soutenances? Tout se fait en distanciel. Voilà. La seule chose qui se fait en... Alors, je vais du coup enchaîner. Alors, Mylène et Stéphane, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous souhaitez apporter des compléments. euh, Bah, écoute, de mon côté, pour le moment, j'ai pas de choses particulières à dire. J'écoute sagement ce que tu dis. Ok, bon, mais n'hésitez pas. Voilà, si vous voyez que j'oublie ou j'omets de Oui, dire des choses. ça marche. bonjour à tous. Pardon, Oui, oui, je suis désolée. Donc, en effet, comme je disais, je dois partir. oui, Donc, Marion. je revisionnerai avec attention
la visio. Je voulais juste savoir si j'ai des questions suite au visionnage, comment je peux faire pour les poser s'il Donc, reste des tout questions. simplement m'adresser un email Ok, donc, à l'adresse julian.alvarez@univ-lille.fr. très Et bien. si la question est dans la vidéo, ben, à ce moment-là, je vous le préciserai, mais je pourrai vous répondre en quelques mots. Et puis si c'est une question qui est très personnelle, en lien avec votre projet, et que vous voulez rentrer dans le détail, et que vous n'êtes pas sûr que cette formation pourrait y répondre, etc., bon, à ce moment-là, on peut aussi faire un échange d'un quart d'heure par téléphone voilà, et des fois, quand les personnes attendent de la formation des choses par rapport à leur projet, si c'est pas adapté, je leur dis. Et si au contraire c'est adapté, je leur dis aussi. Mais au moins, ça permet de partir sur des bonnes bases par rapport aux attendus de la formation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se projettent dans cette formation avec leur imaginaire. Et des fois, si je détecte que c'est pas tout à fait ce qu'on va proposer, je préfère le dire en amont. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. J'ai juste une petite question, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Je voulais savoir si vous aviez déjà encadré ou qu'il y a eu déjà des projets de gamification dans l'univers des applications mobiles. Alors, non, non, non. En fait, des projets, comme je disais tout à l'heure, on a des personnes qui ont vraiment des choses très diversifiées. On a eu des personnes qui ont travaillé sur la valorisation du champagne, d'autres qui nous ont travaillé, fait des dispositifs avec de la réalité virtuelle, d'autres qui emploient l'intelligence artificielle. Bref, on est vraiment dans une formation qui se veut la plus ouverte et flexible possible. Donc, je vous avoue que je n'ai jamais eu de projet sur téléphone mobile. Par contre, on a des personnes qui nous ont dit vouloir adapter à l'issue de la formation des applications sur différentes modalités. Par exemple, nous dire, voilà, moi je fais un dispositif qui, dans le cadre de la maquette, fonctionne sur un PC, mais plus tard, j'envisage de le faire sur téléphone mobile. Mais après, c'était en dehors du cadre du DU. Donc, dans le cadre du DU lui-même, je n'ai pas eu à ce jour de projet qui fonctionnait sur téléphone mobile, mais on est tout à fait ouvert à ce type de projet. D'accord, c'est beaucoup plus, c'est parce que ça rentre un peu dans le cadre de ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, Oui, l'univers de la gamification, j'y m'y baigne, puisque je termine une formation à l'école 42, qui déjà. oui, très bien. Et donc, oui, je suis dans une logique de. J'ai déjà commencé, mais la réalisation d'applications mobiles. Mais l'objectif derrière, c'est dans un cadre de formation aussi, hein, orienté vers la formation. Mais c'est de les rendre vraiment gamifiés pour faire en sorte que le public trouve du plaisir et apprend en jouant, mais en manipulant, je dirais, des concepts sérieux. Enfin, Oui, bien sûr. Alors, typiquement, c'est le genre de projet qui peut rentrer dans le cadre de la formation. Après, ce qu'on fait, c'est, il y a deux options. Dans le cadre du DU, on a des sessions avec des intervenants professionnels euh, qui vont intervenir. Donc, il y a la possibilité de les questionner sur la modalité que vous évoquez. Si vous dites, par exemple, voilà, j'ai des questions sur comment on développe un jeu sur téléphone mobile. S'il s'avère que aucun intervenant n'est capable de répondre à cette question, vous avez un pool de 4 heures qui vous est dédié sous forme de coaching. Et à ce moment-là, on peut chercher ensemble euh, quel pourrait être l'acteur qui pourrait potentiellement vous aider à répondre à des questions spécifiques à votre projet. Ça sert à ça, en fait. Voilà. Après, euh, ayant dans mes réseaux des personnes qui font des développements sur téléphone mobile, je pense que ça peut se trouver assez facilement. super, merci beaucoup. Avec plaisir, Hamza. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose d'enchaîner avec le planning des deux promos pour que vous puissiez découvrir un petit peu quelles sont les dates. Et puis, ça va faire le lien avec la question de Caroline
qui était en lien avec le fait de dire qu'est-ce qui est de l'ordre du présentiel ou du distanciel dans le cadre de ce DU. Alors, ici, vous avez sous les yeux la promo étendue, celle qu'on appelle la session 1, avec Mylène et Stéphane, qui consiste à dire, voilà, ça, ce sont les personnes qui démarrent au mois d'octobre et qui feront donc leur soutenance au mois de juillet. Sauf que là, je suis sur la promo de cette année. Je vais plutôt vous montrer le planning que Mylène nous a refait avec donc la nouvelle charte. Hop, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Comme ça, vous aurez les bonnes dates. Et c'est c'est le calendrier que je vous Juste ai. pour info, Julien, je vois qu'il y a une question par chat parce que la personne n'a pas la possibilité de le faire directement. Oh, d'accord. Ok. Voilà, juste pour après. Ok, ça marche. Alors, hop, voilà. Vous avez le dernier planning en date, voilà, qui regroupe en fait les deux formations, enfin les deux promos. Donc, je vous rappelle, vous avez deux promotions de 15 personnes, une qui démarre au mois d'octobre, la seconde qui démarre au mois de janvier. Alors, comment ça se passe au niveau de la répartition? Donc, les personnes qui démarrent au mois d'octobre donc, auront une pré-rentrée le 8 octobre. Tout se fait en distanciel pour les deux promos, à l'exception d'une phase qu'on appelle la Game Jam. Cette Game Jam a lieu donc au mois de janvier, fin janvier, début février. Elle se situe ici. Euh, donc ça, c'est la seule chose qui, dans le cadre du TU, se fait en présentiel. Alors, on vous explique pourquoi. Il s'agit en fait d'une rencontre avec donc 2 jours et demi sur un site qui se trouve à l'INSPE de Lille, où on vous convie à venir pour pouvoir faire un travail de co-création, c'est-à-dire vous allez co-créer ensemble en mode accéléré un projet de jeu sérieux en équipe de 5 personnes avec une thématique qui vous est proposée le jeudi durant donc un moment convivial au Greta de Lille. Et vous avez donc des chercheurs qui viennent vous exposer leurs projets. Cette année, c'était l'intelligence artificielle. L'année dernière, c'était la thématique de la vulnérabilité. Et l'année d'avant, on a vu la thématique de l'inclusion. Voilà, ça vous donne un peu des idées. Donc cette thématique vous est exposée par des chercheurs qui vont au fond des choses. Et ensuite, ben, vous avez comme mission d'essayer de proposer un prototype de jeu en 48 heures. Et donc, le samedi après-midi, vous avez des personnes qui viennent tester vos dispositifs. Vous avez un jury qui vient vous auditer si vous êtes parmi les personnes qui font partie de la sélection des projets qui ont été estimés euh, les plus pertinents au regard des attendus du jury. Et ensuite, donc, on a une remise de trophées qui s'opère donc le 31 au soir avant de vous libérer. Donc, l'intérêt pédagogique de cette Serious Game Jam, c'est de vous ouvrir à la période de vos propres projets personnels. Et on va se baser en fait sur cette Game Jam comme étant un moyen d'illustrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans le cadre de vos projets. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet de contextualiser les propos qu'on va vous tenir tout le long de la formation à partir de cet événement-là. Maintenant, des personnes qui me disent, ben, je suis désolé, soit j'habite très très loin et j'ai pas la possibilité de me déplacer sur un temps, sur ce laps de temps, ou j'ai des contraintes professionnelles, ou j'ai des contraintes personnelles. On peut avoir des personnes qui nous disent, ben voilà, j'ai une situation familiale qui ne me permet pas, par exemple, de me libérer pour cette période-là.
Donc à ce moment-là, on essaye d'étudier ensemble la possibilité pour vous de trouver une autre game jam sur laquelle vous greffez, qui est soit proche de chez vous, ou soit qui est faisable en distanciel, voilà, et sur laquelle vous pourriez donc au moins avoir l'expérience d'une game jam pour pouvoir donc comprendre de quoi il en retourne. Et donc, dans ce cadre-là, si vous venez pas à la Game Jam que nous, on propose, ben, on peut dire que vous êtes à 100% en distanciel avec cette formation. Voilà, Caroline, pour essayer de te répondre. Donc, tout, que ce soit les cours, que ce soit les soutenances, ou que ce soit les journées entières durant lesquelles on va se retrouver, tout se fait en distanciel, à l'exception donc de ces 3 journées de Game Jam. Alors, je vais regarder dans le chat. Mylène, tu disais qu'il y avait une question. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question de Flavie qui nous dit, ne pouvons pas parler, je me permets de d'ici inscrire ma question. À partir de quand pouvons-nous attendre à avoir la réponse à notre candidature? Merci. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a les inscriptions qui sont ouvertes de la mi-mai. C'est-à-dire que normalement, je crois que c'est le 13 mai que les inscriptions vont démarrer et elles devraient se terminer le 30 septembre. Donc, théoriquement, les inscriptions, enfin la validation des candidatures se ferait, on va dire, le 1er octobre. Mais ça fait loin pour des personnes qui ne veulent pas mobiliser le CPF et qui ont des obligations. Donc, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on essaye de faire une sélection en 2 étapes. On essaye de faire une première sélection qui a lieu à mi-parcours, c'est-à-dire début juillet. On fait une sélection de 15 personnes, mi-juillet, enfin début juillet ou plus tard mi-juillet. Ce sont des personnes qu'on va essayer de sélectionner en disant, vous avez pour moitié un remplissage de la session 1 et une deuxième moitié pour la session 2. Et ensuite, au 30 septembre, on a la deuxième vague de sélection qui va nous permettre de remplir donc les 2 promotions. Et donc, ça permet donc pour les personnes qui ont moins de contraintes en termes de délai, bon, ben, d'attendre jusqu'au 30 septembre pour avoir la réponse définitive. Si, comment dirais-je, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'une réponse rapide, sachez qu'on ne peut pas vous donner de réponse avant le début juillet, puisqu'il faut quand même, dans un souci d'équité, attendre cette période-là pour la première vague et que tout le monde ait eu la possibilité de déposer son dossier. C'est-à-dire qu'on considère qu'entre la mi-mai et début juillet, ça nous fait à peu près 1 mois et demi, ce qui correspond à la moitié de la période de candidature. Donc ça nous permet légitimement de faire une première sélection pour 15 places. Et ensuite, du début juillet jusqu'à ce qui était théoriquement la fin août, on avait le temps pour une deuxième vague qui faisait à peu près 1 mois et demi. Mais là, comme on le prolonge jusqu'à fin septembre, on fera donc une deuxième session de sélection qui aura lieu fin septembre. Et ensuite, ce qu'on propose, c'est assez rapidement de vous dire si vous êtes sur une liste d'attente. Alors, ce qui se passe, c'est que si par exemple on a 50 candidatures qui sont arrivées déjà au 1er juillet, on place, donc on sélectionne 15 personnes, 7 et 7 ou 8 pour chaque promo. Et toutes les autres personnes sont sur liste d'attente. C'est-à-dire que on vous dit pas vous n'êtes pas sélectionné, on refuse pas votre candidature, mais on vous dit que vous êtes sur liste d'attente, ce qui veut dire que vous devez attendre le 30 septembre pour savoir si il y a eu de meilleurs dossiers que le vôtre ou pas. Après, l'avantage de faire votre candidature avant le 1er juillet, c'est que on peut vous dire ce qui ne va pas dans votre dossier, ce qui vous donne la possibilité peut-être de réviser la copie. C'est-à-dire si votre, par exemple, lettre de motivation n'est pas euh, très, comment dirais-je, renseignée sur votre projet personnel, si on sent qu'il y a des failles, etc., vous avez la possibilité de nous resoumettre une lettre de candidature un peu plus étoffée, un peu plus travaillée,
de manière à augmenter les chances de sélection. Voilà. Donc, c'est pas inutile, si vous voulez, de viser une première candidature avant début juillet pour maximiser les chances, même si votre réponse arrive le 30 septembre, pour avoir plus de chances d'avoir donc votre candidature prise en compte. Pour mon cas, la validation sera liée au fait que vous ayez un renouvellement RNCP sur le CPF, quoi. Oui, Renan. C'est pour ça que donc on vous tiendra au courant. Donc, si vous êtes dans l'aspect CPF, vous pouvez toujours nous dire je candidate, mais à condition d'avoir le CPF. Et auquel cas, ben, on saura de toute façon que votre réponse définitive ne pourra être émise que le 30 septembre. Par contre, ce qu'on peut vous dire début juillet, c'est si votre candidature, même si vous aviez votre CPF, serait retenue ou pas en l'état au regard de votre lettre de motivation. D'accord. Ce qui offre quand même l'avantage pour vous bah, de vous situer par rapport aux autres candidatures. Parce que si vous dites, bah, moi, c'est que le CPF, donc je vais attendre fin septembre, mais si vous mobilisez à la fin le CPF et que votre candidature n'est pas retenue, c'est dommage d'avoir perdu du temps. Donc autant quand même faire acte de candidature au plus tôt, de manière à ce que vous puissiez avoir un retour de notre part qu'il soit positif. On peut aussi vous dire, si vous avez votre CPF, vous pouvez être quasi certain d'être retenu, ce qui fait que pour le 30 septembre, on vous réserverait une date à ce moment-là aussi, à condition que vous ayez votre CPF. Est-ce qu'on peut savoir combien de candidatures en moyenne vous recevez par an? À peu près une centaine, un peu moins d'une Ok, centaine, merci. 90, 95 à peu près. Après, il faut savoir que le DU, a connu beaucoup de succès aussi parce qu'on disait le CPF est mobilisable. Cette année, peut-être qu'avec le fait qu'on soit en attente par rapport au CPF, peut-être que ça va en refroidir certains. Peut-être que comme il n'est plus affiché sur le, le site de France Compétences en attendant de savoir si on est renouvelé ou pas, peut-être qu'on a des personnes qui vont passer à côté de la formation, qui ne la verront pas et qui du coup euh, ne candidateront pas cette année. Voilà, donc peut-être que on n'aura pas 90 candidatures. À voir. Mm. Est-ce que c'est possible de faire une vision globale du calendrier, s'il Oui, vous plaît? pardon. On y va. On revient. Donc c'était pour répondre, j'ai un peu digressé pour répondre à la question qui avait été posée dans le chat à Flavie. Donc, pour répondre donc à la vision globale. Donc vous avez ici les éléments à comprendre. Donc en jaune, ce sont les soutenances. En orange, la game jam. En bleu, les journées entières. Et en vert, vous avez donc les journées congés, les jours fériés. Et puis ensuite, vous avez les cours qui sont dans cette couleur chair. Alors, donc, pour la session 1, elle démarre cette année le 8 octobre. C'est une pré-rentrée, c'est pour répondre à toutes les questions et aussi commencer à poser un peu le cadre de la formation dans le détail. C'est-à-dire que typiquement, on fait connaissance, on sait un peu qui est qui, quels sont les attendus par rapport au DU, quelles sont les grandes étapes de la formation, et puis on commence par un premier cours sur la ludopédagogie. Ensuite, vous avez 3 journées pleines qui tombent durant la période de la Toussaint, le lundi 20, le mardi 21, le mercredi 22, de 9h30 à 16h30. Ce sont 3 journées consécutives. Donc là, c'est de la visio, c'est en distanciel. Et donc, ce sont des journées où on va travailler sur qu'est-ce que c'est la ludopédagogie, quelles sont les bases qu'on attend, enfin qu'on va vous donner à ce moment-là. On va travailler sur ces bases. On va faire des séances ludopédagogiques. Vous allez rentrer dans des approches un peu pratico-pratiques. Et puis, on va commencer à poser un petit peu
les attendus par rapport aux soutenances à ce moment-là également. C'est-à-dire que vous partez dès le départ en ayant un peu le passage en revue, comme on l'a fait tout à l'heure, des attendus par rapport à la soutenance. Et comme ça, vous savez un petit peu quels sont les livrables, les éléments à nous fournir d'ici le mois de juillet. Alors ça, c'est pour le mois d'octobre. Ensuite, on se retrouve au mois de novembre avec des cours qui sont positionnés les mercredis de 14 heures à 16 heures, donc 2 heures, à intervalles réguliers. Donc là, vous avez soit des cours théoriques, soit des cours pratiques, soit des conférenciers qui interviennent et qui vont vous apporter donc un éclairage par rapport donc à la formation sur la thématique de la gamification, de la ludopédagogie ou des jeux sérieux. Donc vous voyez, vous avez plusieurs cours comme ça qui s'enchaînent les mercredis à intervalles réguliers, avec l'idée que les mercredis de 14 à 16, vous avez la possibilité de vous dégager 2 heures. Voilà, essayez de l'anticiper par rapport à, si vous êtes dans une activité professionnelle, essayez de garder cette période donc de 14 à 16. Dites que vous êtes dans une formation en visio et essayez de ne pas avoir d'éléments professionnels qui viendraient interférer, ça serait dommage. Alors, évidemment, on enregistre, comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais vous perdez la possibilité d'interagir en direct avec les intervenants. Donc vous avez trace, vous avez la possibilité de rattraper grâce à un Moodle qui a été initié notamment par Mylène, qui est avec nous, mais vous perdez la dimension interaction directe avec les intervenants. Début décembre, toujours pour la promo 1, vous avez 3 journées consécutives qui sont dédiées à la culture ludique et vidéoludique. Donc là, concrètement, vous allez jouer, vous allez découvrir des jeux, vous allez vous initier à la culture ludique et vidéoludique, et puis vous allez aussi mettre en regard le potentiel de ces jeux pour des finalités utilitaires. Donc, c'est-à-dire que concrètement, comment on passe de l'activité de jeu à une activité instrumentalisée qui va essayer de faire du jeu un outil ou une ressource pour atteindre des objectifs utilitaires. Donc ça, c'est ce qui vous attend sur ces 3 journées pleines du début décembre. Ensuite, ce sont les vacances de Noël après un dernier cours qui a lieu le 10 décembre. Ah non, le 17, autant pour moi. Et puis ensuite, vous rentrez dans la période de congé de Noël et on se retrouve donc tout début janvier avec des cours qui sont échelonnés le mercredi avant la fameuse Game Jam qui a lieu fin janvier cette année. Donc du 29 janvier au 31 janvier. Une fois qu'on a fait cette période de, comment ça s'appelle, de Game Jam, vous allez rentrer dans la phase de projet. C'est-à-dire que cette Game Jam, c'est un peu la bascule entre une période où vous avez été acculturé à la culture ludique, vidéoludique, vous avez eu des apports théoriques et puis vous avez fait quelques sessions de travail ludopédagogique, parce qu'en en fait, on essaye aussi de mêler le fond et la forme, hein. Vous allez, à partir de là, pouvoir basculer dans votre projet personnel, même si vous avez pu un peu l'amorcer avant, hein, entre nous, mais là, ça marque le top départ de votre projet. En parallèle, vous avez la session 2 qui démarre début janvier. Donc la session 2, vous avez votre pré-rentrée le 7 janvier. Et ensuite, on se retrouve donc avec les premières journées pleines qui ont lieu du 14 au 16 janvier. C'est-à-dire, c'est la même chose que pour les vacances de la Toussaint avec la session 1. On vous initie donc aux attendus de la formation. On apprend à savoir un petit peu quels sont les livrables, quelles sont les bases de la ludopédagogie. On pose tous ces éléments-là à ce moment-là, durant 3 journées, avec des sessions de travail qui vous permettent de vous mettre directement dans le bain. Ensuite, vous avez, vous voyez, des cours les mercredis, mais vous, c'est plutôt des cours du soir. C'est-à-dire, c'est de 17 heures à 19 heures, avec donc toujours un créneau de 2 heures et des contenus qui vont être similaires à ceux de la promo 1, mais
qui sont en décalé, puisque la promo 1 a démarré au mois d'octobre. Eux, ils en seront à leur 8e cours, alors que là, vous voyez, le mercredi 21 janvier, ceux de la promo 2 seront à leur 2e cours. Et puis ensuite, la Game Jam est commune aux deux promos, c'est-à-dire qu'on vous accueille tous en même temps, ce qui permet de faire du brassage interpromo. Voilà. Mais vous êtes aussi mis en lien avec des personnes qui sont extérieures au DU. C'est-à-dire qu'il y a 30 places qui sont réservées dans cette Game Jam aux membres du DU, mais c'est également ouvert pour 30 autres places à des personnes qui sont extérieures au DU. L'idée étant de vous ouvrir des perspectives, de vous ouvrir des réseaux, de vous ouvrir aussi à des alumni, c'est-à-dire des anciens qui ont fait le DU et qui adorent revenir pour cette Game Jam et avec qui vous pouvez discuter quelle a été finalement leur expérience du DU, leur poser des questions, peut-être qu'ils vont vous dire, attention, le projet, voilà ce qu'il faut peut-être éviter de faire, voilà ce qu'on vous recommande de faire, etc. Ils vont vous donner peut-être des conseils de personnes qui ont fait le DU et qui souvent nous disent avec nostalgie, j'aimerais le recommencer, quoi. Voilà. Ensuite, le mois de février, donc vous avez voyez, le 4 février, c'est la journée entière qui est dédiée au démarrage officiel de votre projet personnel. Et puis, pareil pour la session 2, elle démarre le 5. Donc, vous démarrez à peu près en même temps. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez toujours, pour la promo 1 et la promo 2, l'échéancier du mois de juillet pour les soutenances. Donc, il faut absolument que vous soyez à peu près dans la même temporalité pour pouvoir faire votre projet personnel. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que la promo 2, elle a un peu de retard dans ses cours par rapport à la promo 1. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si on sent que vous êtes plutôt niveau débutant en ludopédagogie, on préférera vous positionner dans la session 1, la session étendue, pour que vous ayez plus de temps pour assimiler les choses, et on préférera positionner dans la session 2 des personnes qui ont déjà un peu de bouteille ou des connaissances, on va dire, en ludopédagogie, et qui vont assimiler plus rapidement les cours, parce que, regardez, pour le mois de mars, ceux qui sont dans la session 2, vous avez beaucoup de journées qui vont s'enchaîner pour arriver à rattraper, en fait, à partir du vendredi 13 mars, le même niveau de cours que la session 1. Voilà. Donc, tout ça nous montre qu'en fait, il y a une logique derrière, c'est d'essayer quand même pour la session ramassée, de vous ramener le plus vite possible au même niveau que la session 1 en termes de connaissances, mais vous voyez que le temps d'assimilation est plus court. C'est-à-dire que comme vous avez plus de cours qui sont condensés, vous avez moins de temps pour l'assimiler. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère mettre en session 2 des personnes qui ont déjà des connaissances assez poussées, enfin pas poussées, mais qui ont des connaissances que les membres de la session 1, on va préférer y mettre donc, comme je vous disais, des débutants. Une fois que vous arrivez à la fin mars, vous avez deux journées un peu spéciales. C'est ce qu'on appelle les rencontres du DU Apprendre par le jeu, le 25 et le 26 mars. Durant cette période-là, on va faire un brassage inter-promo. C'est-à-dire que les personnes de la promo 1 et de la promo 2 vont se rencontrer. Alors, elles vont se rencontrer autour de deux choses. La première, c'est partager vos projets personnels. Alors, pourquoi on décide de brasser? Tout simplement parce que les gens de la promo 1 et de la promo 2 ne connaissent pas forcément les projets de chaque groupe. Or, jusqu'alors, lorsque vous avez été amené à travailler dans différentes sessions démarrage projet ici, voyez, au mois de février, vous avez du travail qui va vous être proposé au sein de votre promo. Ce qui veut dire que potentiellement, les personnes de votre propre promo vont commencer à connaître votre projet. Là, fin mars, quand on fait les rencontres du DU Apprendre par le jeu, les membres de l'autre promo ne connaissent pas votre projet et du coup, vous allez être amené à faire du pitching. C'est-à-dire que vous allez pitcher votre projet et comme vous allez le présenter à des gens qui ne connaissent pas votre projet, on va voir s'ils le comprennent
si pour eux c'est clair, et si pour eux, ben, en fait, le projet leur paraît en l'état, on va dire, solide, ou s'il conviendrait d'y apporter des ajustements. Ça, c'est la première chose qu'on fait lors des rencontres du DU. La deuxième chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'organiser des conférences. Vous allez trouver un invité, vous allez faire ça en binôme, et vous allez nous trouver des invités qui stratégiquement pour vous sont importants dans le cadre de votre projet. Par exemple, tout à l'heure, on avait Hamza qui nous parlait de faire des jeux sur téléphone mobile. Ben, typiquement, Hamza pourrait être invité à nous trouver un intervenant qui soit spécialiste du jeu sur téléphone mobile et qui va nous proposer une session de 20 minutes sur la question du jeu sur téléphone mobile. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui voudrait faire un projet sur l'insertion des personnes handicapées via du jeu, ben, pourrait nous trouver un intervenant sur cette question-là. Donc en fait, l'idée, c'est d'amener pour vous de l'expertise qui va venir nourrir vos projets. Et à l'issue de ces rencontres, qui ont lieu sur 2 journées, l'idée, c'est de voir si ça fait évoluer votre projet personnel au regard de ces conférences qui ont été données par des experts et qui ont peut-être contribué à nourrir votre réflexion. Ce temps de visio, les rencontres du DU, marque la fin des temps où vous avez des journées entières de formation. Après, on bascule uniquement sur des cours qui vont se tenir sur des demi-journées. Donc pour la promo 1, de 14 à 16, pour la promo 2, de 17 à 19. Durant cette période qui a lieu donc à partir d'avril, mai et juin, ben, vous finalisez vos projets et vous allez nous présenter chacun votre tour une soutenance, une pré-soutenance, une soutenance blanche si vous préférez, à tour de rôle. Donc là, actuellement, je suis dans cette période-là avec les promos qui sont en cours, c'est-à-dire que chacun votre tour, vous choisissez une journée de cours sur laquelle ben, vous allez nous présenter pendant une demi-heure votre projet et pendant un quart d'heure, vous aurez des retours comme si vous étiez face à votre jury de soutenance. Sauf que là, on est sur une approche donc d'entraînement. Et donc, il y a encore des personnes qui, durant ces pré-soutenances, ben, sont encore en train de finaliser leur projet, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a des ajustements, il y a aussi des retours qui sont donnés par leurs coachs respectifs. Et donc, à partir de là, ils nous préviennent, ils nous disent, attention, là, c'est du travail en cours, c'est un projet qui est en cours de développement, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et si je devais faire ma soutenance à date, ben voilà ce que ça donnerait et on y va. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez avoir un petit peu une session d'entraînement pour vous entraîner à la soutenance et pas vous retrouver le jour J avec ben, pas trop savoir comment vous y prendre, etc. Donc là, le fait de voir les autres s'y prendre, ça vous permet de vous entraîner, mais surtout, ça vous permet aussi de vous nourrir des projets des autres, de vous inspirer, de continuer à vous situer par rapport aux autres et savoir si votre projet va dans la bonne direction ou si vous identifiez des manquements dans votre propre projet. Donc on est vraiment dans des apprentissages par mimétisme, par de la collaboration et par ce qu'on appelle la zone proximale de développement chez Vygotsky, c'est-à-dire ce qu'on appelle du socio-constructivisme. Donc ça, c'est l'ensemble des cours, et puis arrive un jour où il va falloir remettre votre projet personnel. Et votre projet personnel est à remettre le 19 juin 2025, c'est-à-dire à peu près une douzaine de jours avant les soutenances qui, cette année, exceptionnellement, démarrent le 29 juin pour des raisons de calendrier et qui s'étendront jusqu'au 3 juillet. Voilà, donc les soutenances, je reprends, du 29 juin au 3 juillet. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'assister à l'ensemble des soutenances, vous n'avez pas l'obligation de bloquer ces 5 jours. Il faudra tout simplement choisir un créneau d'1 heure parmi ces 5 journées-là, sachant que vous avez aussi les membres de la promo 1 et 2 qui doivent se partager les temps de soutenance. Donc, c'est-à-dire qu'on a 30 personnes enfin, qui vont soutenir durant cette période-là.
Alors, pour des personnes qui seraient en difficulté médicale, qui nous disent je suis dans l'incapacité de soutenir durant cette période-là, on étudiera au cas par cas si vous avez la possibilité de soutenir en septembre. Mais ça reste des rattrapages pour des personnes qui ont vraiment une raison médicale ou alors une raison professionnelle du type je change d'emploi, j'ai pas la possibilité de soutenir durant cette période-là. Il y va de mon poste ou je peux perdre mon poste si je soutiens euh, durant le mois de juillet. Voilà. Mais si c'est pour nous dire j'ai besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner votre projet, c'est pas recevable. Voilà. Donc c'est vraiment dédié à des situations très spécifiques. On a eu le cas avec des personnes qui ont été touchées par le Covid, par exemple et qui n'avaient pas la force ou la capacité de soutenir au mois de juillet et il leur fallait un temps de répit pour pouvoir monter en compétence dans leur projet. Peuvent soutenir aussi, et c'est le terme de rattrapage, des personnes qui malheureusement n'ont pas convaincu le public, le jury, durant les soutenances du mois de juillet. C'est-à-dire si votre projet est trop faible, on vous invite à soutenir à nouveau au mois de septembre et de rattraper votre soutenance. Voilà. Voilà un petit peu le planning, sa structure. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si le projet, c'est vraiment la réalisation d'un jeu, comment est-ce qu'on vous le remet en fait? Alors, en fait, vous allez nous le présenter en distanciel. Donc, s'il s'agit d'un jeu de plateau, ou s'il s'agit d'un jeu physique, un jeu de plein air, par exemple, vous nous dites c'est un escape game, vous pouvez, par exemple, nous le présenter dans les grandes lignes avec des photographies, et puis ensuite nous faire une petite séquence vidéo, par exemple, où vous nous mettez en scène votre jeu en filmant des participants qui jouent à ce jeu pour qu'on comprenne en tant que jury ce qui se passe dans votre jeu et comment on y joue. Ensuite, nous, ce qu'on demande en termes de livrables, c'est ce qu'on appelle le SGDD et le SPDD, c'est-à-dire un cahier des charges comprenant deux volets. Le Serious Game Design Document, c'est quelle est la structure de votre jeu, quelles sont ses mécaniques, quelle est sa bible graphique, comment on y joue, donc les règles du jeu, le principe des règles du jeu, et quels sont les objectifs utilitaires qui sont visés à travers ce jeu. Et ensuite, un deuxième volet qui est le design de l'activité, c'est-à-dire comment on met en scène votre jeu, comment il va être mobilisé par les utilisateurs et comment vous opérez le débriefing de ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est le cahier des charges. Ensuite, vous avez la présentation en elle-même qui aura lieu donc lors des soutenances. Et ça, à l'issue de la soutenance, on vous demandera de nous donner donc votre présentation également. Mais le prototype du jeu, vous pouvez le conserver si on a suffisamment d'éléments avec le cahier des charges, l'enregistrement vidéo de votre soutenance et puis votre présentation. Ok, merci. Donc pas besoin de nous poster, Voilà. vous voyez, votre jeu de société, etc. J'ai une autre petite question. La lettre de motivation, est-ce que c'est nécessairement un format PDF Word ou ça peut être quelque chose de plus interactif ou vivant? Alors, surprenez-nous. Ok, Alors, c'est vrai que dans les livrables, ce qui est notifié dans la plateforme e-candidat, c'est de nous faire une version manuscrite, mais on reçoit de plus en plus de lettres de motivation qui ont été réalisées sur ordinateur, et après, des personnes qui nous font, on va dire, des illustrations, des photographies, etc. Donc, on est ouvert à tout élément qui pourrait nous montrer votre appétence pour la ludopédagogie. ok, merci. Mais retenez bien que le projet doit bien transparaître dans votre lettre de candidature.
C'est important, j'insiste là-dessus. Et il se pourrait, mais c'est pas décidé, ça dépendra des types de candidatures qu'on reçoit, si on a des hésitations, etc. On le fera sans doute pas avec tout le monde, mais si on a besoin, il se pourrait qu'on vous demande de faire des auditions par visio pour euh, que vous nous expliquiez davantage votre projet. Si pour nous, il manque des éléments ou si on a besoin de précision. Moi, Oui, j'ai alors si... une Pardon. question concernant le choix entre la session 1 et session 2, promo 1, promo 2, enfin voilà. Oui, c'est Est-ce que au-delà du niveau de connaissance, est-ce que la disponibilité est prise en compte? Parce qu'il y a quand même une intensité qui est un peu plus importante sur la deuxième promo, et lorsqu'on a une activité à côté, notamment en soirée, est-ce que c'est pris en compte ou est-ce que uniquement le niveau de connaissance est pris en compte? Alors, c'est à vous de nous le dire dans la lettre de candidature. Vous nous dites, impossible pour moi de faire la session 2, c'est impérativement la session 1, par exemple. Mhm. Et on essaye de satisfaire au mieux les candidats qu'on sélectionne. Hmm. Après, nous, comme je disais tout à l'heure, on discute. On n'est pas non plus euh, fermé. Mais si, par exemple, on a des doutes sur votre capacité à suivre la session 2 et que vous voulez absolument faire la session 2, c'est là où je disais qu'on pourrait être amené à faire des visios avec des personnes avec qui on a quelques soit réserves, soit interrogations par rapport à leur candidature sur l'une ou l'autre des sessions. L'idée étant que vous soyez le plus heureux possible durant cette formation. Hmm. Et c'est pas dans le but de vous embêter, mais c'est dans le but de s'assurer que tout va rouler pour le mieux vous concernant, puisque en fait, nous, on a quand même un contrat pédagogique avec vous, c'est de vous amener à profiter au mieux du contenu de cette formation. Merci. Avec plaisir. Oui, Yves. Oui, bonjour à tous. Alors, Julien, merci pour ces précisions. J'avais une question concernant le projet, parce que vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faut qu'il y ait un projet. Oui. Je me posais la question de la façon dont pouvait être reçu par le comité de sélection le fait qu'on en ait plusieurs. C'est-à-dire, en particulier, si on compte sur le DU pour aider à faire un peu de confronter, on va dire, à des pairs et à des enseignants, peut-être plusieurs projets, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on aurait pu voilà, commencer à réfléchir, commencer à consulter, voire créer, et puis dire, bah voilà, là je voudrais profiter de cette occasion pour travailler avec d'autres, de manière un peu plus intensive, et peut-être en dégager un, voire conserver les deux, dans certains cas, pourquoi pas. Voilà, comment ça peut être vu, ça? Parce que je suis dans cette situation aujourd'hui, en fait, où si on Alors, me demande un projet, eh ben, je suis embêté parce qu'il faut que je fasse un choix entre deux qui me tiennent à cœur aujourd'hui. oui, alors on a souvent cette question-là qui est posée par les candidats et même en début de promotion, on a des personnes qui hésitent encore entre plusieurs projets. Alors, de manière très simple et très pragmatique, dans le cadre de la lettre de motivation, vous donnez la thématique, c'est-à-dire que vous dites, ben voilà, je veux par exemple faire un jeu qui va servir à, je sais pas moi, dans le domaine de la médiation culturelle. Et j'hésite entre deux jeux. Voilà. Évidemment, la formation, elle vous sert aussi euh, à vous aider à nourrir la réflexion durant le DU pour vous amener à faire la sélection d'un des deux projets que vous allez soutenir. Ça ne veut pas dire que nous, on vous bride sur le fait de dire vous allez faire un projet ou l'autre. C'est tout simplement l'idée qu'à la soutenance, c'est un projet. Donc, il faudra en mettre un en avant. Et en général, ce qui se passe, c'est que naturellement, les candidats ou les participants au DU, au bout d'un moment, ils vont se dire, ah, mais j'ai quand même ce projet-là qui me tient soit plus à cœur, ou alors qui est un peu plus stratégique que l'autre, ou qui va être plus réalisable dans les délais impartis, et qui vont vous amener naturellement à en choisir un parmi les deux, ou les trois, ou les quatre, parce que des fois, on a même trois, quatre projets qui se battent en duel. Donc, on ne veut pas vous brider d'entrée de jeu. Arrivez avec vos projets. C'est bien d'en avoir au moins un. Si vous en avez plusieurs, tant mieux.
Mais après, dans le cadre du DU, on essaiera de voir avec vous comment on peut passer au tamis vos hésitations de manière à arriver à sélectionner un projet pour la soutenance. C'est clair, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, questions ou points sur lesquels vous voulez que je revienne? Alors, je vois des questions peut-être dans le chat. Alors, alors, euh, on me demande, les candidatures sont-elles ouvertes aux étrangers? Oui. Donc, on a par exemple des personnes qui se connectent depuis le Maghreb, on a eu des personnes depuis Dubaï, on a eu des personnes qui sont intéressées depuis le Canada aussi. L'impératif, c'est juste d'avoir une bonne connexion Internet et d'être francophone. Voilà. Donc, ça, c'est... Après, on est ouvert. Voilà. Il n'y a pas de, de refus par le fait que vous ne soyez pas français. On a régulièrement des amis belges, des amis suisses qui participent donc au DU. Et au contraire, c'est très intéressant parce que les personnes qui sont issues de pays différents nous amènent aussi une culture et une vision du jeu nous amène à re-questionner en fait l'approche qu'on peut avoir pour des Français. Voilà, donc c'est toujours très riche et on est preneur de candidatures venant de l'international. Voilà, à condition que vous puissiez comprendre les cours qui sont dispensés en français. Alors, je remonte, je vois qu'il y a eu plein d'échanges. Ok, alors, je vais reprendre les questions. Alors, les soutenances, on y a répondu, sont-elles en présentiel? Non, c'est en distanciel. J'ai pris le train en marche. Quels sont les frais de formation? Alors, cette année, les frais de formation sont passés à une tarification unique qui est de 3 000 euros. 3 000 euros pour 120 heures de formation. Alors, si vous êtes dans une situation qui consiste à dire, vous avez le CPF, donc je vous ai répondu tout à l'heure, il faut attendre la réponse de France Compétences et on espère l'avoir d'ici cet été. Euh, Si vous êtes dans le cadre d'une situation d'autofinancement et que vous avez peu de moyens, que vous êtes dans une situation, vous avez envie de faire la formation, mais vous avez peu de moyens, il y a la possibilité de faire un recours auprès de l'Université de Lille en déposant un dossier pour faire état de votre situation et demander un tarif moindre, ou comme une forme de bourse pour suivre cette formation. Voilà. Donc là, peut-être que Mylène, tu peux apporter des détails si tu es toujours avec Oui, nous. Oui. je suis toujours là. Alors, oui, alors pour expliquer, en fait, c'est ce qu'on appelle la commission d'exonération de l'université. En fait, c'est une commission qui se réunit pour étudier votre dossier, notamment financier, hein. On va vous demander des pièces financières que nous ne voyons pas, puisqu'en fait, ça se fait via un lien directement sur le site de l'université, où vous déposez les pièces qui vous sont demandées. Et à l'issue de la commission, en fait, on va vous octroyer un pourcentage d'exonération sur les 3 000 euros. Alors, ça peut aller de 20%, de 50%, maximum 50%. La majorité du temps, c'est plutôt autour de 50%, sauf si vos moyens sont plus élevés que la moyenne. Après, eux, ils regardent, vous aurez votre fiche d'impôt en fait, de l'année N-1 à donner. Et c'est à l'issue de ça qu'ils décideront de la somme du reste dû, en fait. Il est aussi possible, même si vous avez un CPF, mais qui n'est pas à 3 000 euros, en dessous du 3 000 euros, et que, en fait, il y a les deux possibilités. Vous ayez un solde, par exemple, à 1 000 euros de CPF, et il vous reste 2 000 euros à payer, et que vos revenus ne permettent pas de payer les 2 000 euros, vous pouvez aussi faire la démarche. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un DU, on est sur ce qu'on appelle un autofinancement de l'INSPE. Il faut nécessairement qu'on soit à l'équilibre budgétaire entre les recettes et les dépenses. Donc, l'université, au moment où votre dossier va passer, moi, je serai à cette fameuse commission et vont me demander si nous sommes toujours à l'équilibre. C'est-à-dire que sur les 30 candidats, je ne pourrai pas faire passer les 30 candidats en commission. Sinon, si on est à 3 000 euros aujourd'hui, c'est que ça vaut le prix de ce que dépense l'université dans le cadre de cette formation, à minima. Donc là, après, il y aura des négociations sur quel dossier on privilégie en fonction forcément de l'état financier qui est présenté par le candidat.
Voilà, j'espère avoir été claire. Merci Mylène. Et est-ce que tu as une idée de la date de cette commission? Quand c'est que... Alors, il y a des commissions, en fait, à partir du moment où l'année universitaire est ouverte au niveau des inscriptions, elle a lieu, en fait, jusqu'à la fin de l'année civile, c'est-à-dire jusque décembre. Ces commissions ont lieu jusque décembre, puisque on considère que c'est à partir de l'ouverture des inscriptions en septembre jusqu'à 3 mois pour faire cette demande. Mais entre-temps, on aura eu normalement, je l'espère, la réponse du CPF. Et puis, si jamais vous savez d'ores et déjà que vous n'avez pas de CPF, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut passer le dossier dès septembre. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question sur l'OPCO. En fait, ça dépend si vous, en tant que salarié, il y a un OPCO au sein de votre entreprise qui permet éventuellement une prise en charge, qu'on appelle en fait finalement une prise en charge OPCO ou employeur, hein. Donc là, à ce moment-là, s'il y a cette possibilité-là, on signe une convention avec l'OPCO ou l'employeur pour la prise en charge financière. Parce que... Mais Oui, pardon. pour qu'il y ait une prise en charge financière, il faut effectivement qu'il y ait une certification RNCP. L'OPCO, sinon, ne prendra pas en charge. Ça a l'air d'avoir... et s'il y a un abondement Abondement par par l'employeur l'employeur. du CPF. Alors, ça aussi, ça nous est encore jamais arrivé parce qu'on avait une situation dans ce cas et finalement, l'employeur n'a jamais réussi à faire l'abondement directement dans le CPF. Alors, pour des raisons techniques que je ne maîtrise pas, puisque là, pour le coup, c'est plus ma partie technique. Mais apparemment, c'est effectivement possible que l'employeur puisse abonder directement via le CPF. Après, ça, c'est une situation un peu plus particulière, donc il faudra voir directement au moment de la validation de votre candidature directement avec vous en direct et l'employeur, comment on peut réaliser ça. Et ensuite, on a un service technique au niveau du CPF au sein de l'université qui peut prendre la main, en tout cas sur la partie abondement de l'employeur. Alors, je crois que on a une question de la part de Yves Colonneau et ensuite j'ai d'autres questions dans le chat. Ok, très bien. Oui, merci. Alors, deux questions. Une, quels sont les intervenants? Et deux, cherchez-vous à avoir une variété dans les membres d'une même promo? Est-ce que ça fait partie de vos critères de sélection? Alors, en fait, non, on regarde pas ça. C'est un peu, comment dirais-je, le hasard qui fait les choses par rapport aux promos. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la pertinence du projet. Notre objectif, c'est vraiment d'amener les personnes à pouvoir les accompagner au mieux à l'issue de la formation sur leur trajectoire personnelle ou professionnelle. C'est ça qui nous importe. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un DU, on va dire, pratico-pratique. On est vraiment dans l'idée de, même s'il y a de la recherche qui est insufflée dans des cours que vous allez avoir, l'objectif, c'est quand même derrière que soit ça vous permette dans votre activité professionnelle de progresser, de monter en compétences, ou bien que ça vous permette de réaliser des projets sur lesquels vous avez été mandaté par votre entité, votre institution ou votre entreprise, ou bien que ça permette aussi d'avoir des retombées dans le cadre de la société. Donc, on part aussi de l'idée que vous avez aussi des choses à nous apprendre dans le cadre de ce DU. Et souvent, on a des personnes qui ressortent du DU et qui, des fois, deviennent aussi des intervenants. Donc on a des alumni qui interviennent dans le DU. Par exemple, le cas de Thomas Lario qui nous a énormément sensibilisés sur la question de l'inclusion et du handicap et qui aujourd'hui intervient dans le cadre du DU en tant que personne concernée par le handicap et qui apporte donc des éléments concrets qui permettent donc aux membres du DU de savoir comment s'y prendre, qu'est-ce que c'est que d'être handicapé, d'avoir des fatigues cognitives, d'avoir des problèmes de perception visuelle, et qu'est-ce qu'il faut essayer de faire pour aider des personnes qui sont dans sa situation. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein. On a des personnes qui, dans le cadre du DU, sont experts en ludopédagogie, etc., et qui interviennent également et qui ont des connexions avec le monde de l'entreprise ou de la formation et qui peuvent aussi vous aiguiller sur des coachs et qui peuvent vous aider. Enfin bref,
Voilà, on essaye vraiment de construire un réseau. Donc c'est en dehors des cours, c'est aussi du réseautage. Voilà, qu'on essaye de... Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important pour nous que vous soyez le mieux accompagné possible, mais on va pas dire, tiens, il y a 5 hommes, donc il nous faut absolument la parité, on va chercher euh, voilà, la même moitié. Non, on a des promos, alors c'est majoritairement des femmes. Mais c'est lié aux candidatures. On a à peu près un rapport qui est de 75% de femmes pour 25% d'hommes. Voilà. Donc, on n'a pas cherché à sélectionner en fonction des profils. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Alors, Oussama. Oui, bonsoir, je lui remercie pour cette explication. J'avais une question par rapport à la formation et la différence qu'il y avait avec le Master 2 de sciences de jeu de Paris Nord. Euh, de ce que j'ai compris, en fait, le DU est plus technique et plus dans la pratique, alors que le Master 2 serait plus dans la recherche, si je comprends bien. Alors, un master, par définition, doit obligatoirement intégrer une dimension recherche. Ça fait partie des conditions de l'ouverture d'un master. Alors là, je parle sous la houlette de Stéphane Lambré, qui est plus expert que moi sur ces aspects-là, puisque il gère ce genre de choses. Dans le DU, en fait, on va dire qu'on a une approche philosophique qui est un peu différente du master de Paris 13, anciennement Paris 13, parce que maintenant c'est, je crois, Paris Sorbonne Nord, euh, Paris Sorbonne Cité Nord, je sais plus, il faudrait que je regarde l'appellation exacte. Mais en fait, la philosophie de l'école de pensée qui découle des travaux de Jacques Henriot et puis de Gilles Brougère et aujourd'hui Vincent Berry, c'est plus les apprentissages qui s'opèrent de manière informelle autour du jeu. Donc, c'est étudier, par exemple, ce qui se passe. Alors, je caricature, hein, mais c'est plus poussé que ça, évidemment. Mais c'est, par exemple, quelles sont les activités qui peuvent avoir lieu dans la cour de récréation, dans les écoles, et en quoi ça peut être source d'apprentissage pour les enfants, par exemple. Donc, on est sur ces rapports qu'on appelle les apprentissages informels. Nous, dans le cadre du DU, on est plus dans une approche qu'on appelle le cadre formel, qui s'inscrit dans l'idée de s'inscrire dans un cadre où on attend un objectif précis en termes d'instrumentalisation du jeu. Euh, je vais donner un exemple concret qui devrait illustrer la chose. Si vous faites une partie de Scrabble, au détour d'une partie de Scrabble, vous pouvez apprendre un nouveau mot ou l'orthographe d'un mot que vous orthographiez mal auparavant. Et ça, c'est typiquement un apprentissage fortuit. C'est le hasard qui a fait qu'on apprend ça. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui rentre dans ce qu'on appelle un apprentissage informel. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé. C'est dans le cadre de votre maison, vous avez appris ça. Voilà. Ça, c'est plutôt Paris 13. Et nous, on va plutôt être de dire comment on peut préparer la partie de Scrabble pour qu'on soit amené durant la partie à apprendre ce mot-là en particulier. Donc on va un peu orienter la chose, on va instrumentaliser le jeu, on va le tordre pour arriver à un objectif précis. Ça, c'est de manière caricaturale, hein, parce que évidemment, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus riche que ça, Paris 13. Hein. Je ne me permettrai pas de le réduire à ça. Mais c'est pour vous montrer un petit peu dans les grandes lignes, un peu la philosophie. Et dans Paris 13, chez Paris 13, on part de l'idée, en fait, que ce qu'on apprend aussi, c'est jouer. C'est le fait d'apprendre un jeu, c'est déjà apprendre à jouer. Et ça rentre aussi dans ce qui est passé en revue dans cette formation-là, qui est très intéressant et qui est complémentaire en fait. C'est deux facettes. Et donc, on envisageait à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait, d'avoir des passerelles entre le master de Paris 13 et notre DU, parce que ce sont vraiment des approches complémentaires. Et peut-être juste hein, pour compléter ce que tu dis, Julien, hein, sur la forme, un DU ne permet pas de valider des ECTS alors qu'un master permet de le faire. Ça veut dire que si vous avez déjà un master, par exemple, bah, le fait de faire un DU ne change pas grand-chose. Par contre, si vous n'avez pas de master et que vous voulez valider un master, le DU ne vous permettra pas de le valider. Il y a une différence quand même
de ce Donc, point de vue sur le plan donc, institutionnel. si en doctorat, ça sera pas possible avec le DU, en fait, c'est ça? Bah, si vous avez déjà un master, ça change rien. Le DU va au contraire vous spécialiser, et c'est même très bien, et ça pourra être pris en compte dans une candidature à un doctorat. En revanche, si vous n'avez pas de master, le DU ne permettra pas de jouer le rôle d'un master pour vous inscrire en thèse. D'accord, Ça, d'accord. c'est très clair. Alors, si l'idée c'est de faire un doctorat, ça c'est typiquement le genre de choses qu'il faut qu'on évoque ensemble avant la formation pour savoir un petit peu si vous avez toutes les conditions requises pour, à l'issue du Ouais. DU, intégrer donc une école doctorale. Donc ça, c'est bien de le savoir dès le départ. On en parle et puis typiquement, on voit si ça va le faire ou pas. Parce qu'après, il y a d'autres formations à l'Université de Lille qui vous préparent au doctorat. Et y compris à l'INSPE, hein, puisqu'on a un parcours qui s'appelle Encore, qui est un parcours de recherche en éducation, qui peut tout à fait accueillir des parcours de recherche en ludopédagogie, hein. Ça, c'est pas gênant, même s'il est généraliste, hein, il n'est pas spécialisé en ludopédagogie, ce parcours, mais c'est un parcours recherche, pour le coup, qui lui permet d'accéder en doctorat. Voilà, et donc il peut très bien y avoir, il y a des personnes qui le font, qui suivent un master tout en faisant le DU en parallèle parce qu'ils veulent avoir la coloration ludopédagogique en plus de leur master pour entrer en doctorat. Donc Donc, c'est faisable possible de faire les deux en même temps, c'est-à-dire que le oui, master et le DU. oui, D'accord, très bien. Ok. Oui, parce qu'on n'est pas sur des volumes horaires très comparables. C'est-à-dire que le DU, il est sur un volume horaire qui est relativement raisonnable. Alors évidemment, si on a une pratique professionnelle à plein temps à côté, je vous dis pas que c'est facile, hein, de faire un DU plus un master. Mais en théorie, en tout cas juridiquement, c'est faisable de s'inscrire aux deux en même temps. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Merci beaucoup. alors je vais prendre les dernières questions que j'ai vues. Alors j'ai vu votre main Audrey, mais je vais répondre aussi aux personnes qui... Ah ben alors c'est une question peut-être qui est de vous dans le chat, Audrey. Est-ce qu'on aborde dans la formation les outils utilisables pour créer des projets? C'était Oui, la question que vous voulez poser, oui, Audrey? oui, oui, et j'en ai une autre aussi après. Alors allez-y, reformulez peut-être votre Alors question, pour les outils, oui, l'idée c'était de comme ça. savoir si au cours de la formation, on aurait un panorama d'outils, je pense aux outils numériques notamment, qui peuvent faciliter à créer des jeux, notamment pour des jeux qui pourraient être hybrides entre une partie présentielle et une partie numérique. Alors, en termes de comment on procède dans le cadre du DU, il va y avoir en fait alors des outils, on va parler du business model Canva. Qui va être, alors ça paraît étonnant, parce qu'on se dit, ben tiens, mais moi je suis prof des écoles, ou je travaille pour l'hôpital, etc. Qu'est-ce qu'on vient me parler de business? Mais en fait, le business model Canva, il a le mérite de structurer un projet en amont, de connaître votre proposition de valeur, c'est-à-dire quel est l'objectif utilitaire que vous visez à travers votre jeu, et de vous inviter à passer en revue plein de questions qui vont vous aider à structurer votre projet. Donc ça, c'est d'abord un projet, enfin un outil pour la conception globale, on va dire. Ensuite, on va rentrer dans le Canva du SGDD et du SPDD, Serious Game Design Document et le Serious Play Design Document. Et vous avez des cours, soit de culture ludique et culture vidéoludique, où vous allez concrètement jouer. Ce qui me permet de raccrocher à la question de, euh, de Céline, qui demandait comment on fait pour jouer à distance. En fait, vous avez des intervenants qui vont vous connecter sur Game Board Arena, qui est un outil qui vous permet de faire du jeu en ligne, du jeu de société en ligne, et qui va vous permettre de participer à plusieurs, comme si on était autour d'une table, enfin, avec les modalités évidemment du distanciel qu'on a via la visio, mais qui vont vous donner une expérience assez intéressante de ce qu'on peut faire en distanciel, sachant que votre projet peut tout à fait être un projet qui s'opère en présentiel, évidemment. Ensuite, au niveau des outils, que vous avez autour de tout ça, il y en a un qu'on a introduit depuis 2024, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui permet de faire énormément de gains de temps en termes de prototypage, euh, pour éprouver aussi vos dispositifs, vos créations, alors qu'il s'agisse donc d'un jeu analogique ou numérique, hein, qui va vous permettre
aussi de tester l'équilibre de votre jeu avant de rentrer dans des tests avec des vrais utilisateurs, ce qu'on appelle du playtest. Donc ça aussi, c'est un outil qu'on mobilise de plus en plus et l'IA a tous les 2, 3 mois, on a des avancées et des percées en ce moment qui remettent en question beaucoup de choses dans la chaîne de valeur euh, qui permet de produire des jeux, que ce soit des jeux analogiques ou numériques. Donc tout ça, on essaye aussi de le mettre sur la table. Après, vous avez comment dirais-je, les références d'un cahier des charges de game design qui vont être abordées. Et ça, c'est pour les personnes qui voudraient faire un jeu en partant de rien. Mais il y a aussi tout l'aspect qui consiste à dire on peut détourner des jeux existants et les modifier ou détourner leurs usages. Par exemple, vous prenez, alors je caricature là aussi, mais vous prenez le Monopoly et vous dites, bah, le Monopoly, je vais le détourner pour apprendre le code général des impôts. Et donc les cartes de caisse de communauté, au lieu d'avoir des cartes qui vont me parler d'un texte qui est propre au Monopoly, je vais le transformer, je vais le modifier pour y injecter des éléments qui sont issus du code général des impôts, par exemple. Alors après, on discutera sur l'aspect fun de ce type de jeu. Ça, c'est un autre débat, mais ça fera partie des échanges qu'on aura durant la formation. Mais c'est pour vous donner une illustration concrète de ce qu'il est possible de faire. Ce type de détournement, qu'on appelle du serious gaming, on l'abordera en cours, et nous amènera aussi à des questions d'ordre juridique sur la propriété intellectuelle. Dans quelle mesure on peut faire ce genre de choses? Jusqu'où aller? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire? Et puis derrière, si vous deviez le commercialiser, est-ce que vous auriez le droit de le faire ou pas? Voilà. Mm. Donc ça nous amènera aussi, vous voyez, très rapidement à des questions de cet ordre-là. Ensuite, en ce qui concerne les usines à jeux, c'est-à-dire les outils qui vous permettent de développer des jeux, évidemment, ça dépendra du type de jeu que vous voulez développer. Mais si par exemple vous me dites, je voudrais faire quelque chose qui s'inscrive dans la veine de Timeline ou de Codename, on a des tas d'applications ou des tas de choses qui ont été faites par des passionnés sur Internet ou Mm. des profs ou des personnes qui mettent à disposition leurs outils et on va rechercher tout ça pour essayer donc de vous aider à développer. Mais le cœur de la formation, c'est plutôt la mise en activité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de vous des game designers, des serious game designers au sens de on va savoir concevoir des jeux comme on pourrait le faire dans des formations plus longues comme Rubica par exemple ou Super Info Game. Nous, on est plus dans une approche, votre cœur de métier, c'est la dimension utilitaire et comment on peut essayer de faire avec notre niveau de connaissance pour atteindre les objectifs utilitaires en tordant le jeu, en instrumentalisant le jeu. Mm. Ok. C'est ça la philosophie en fait. Mm. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Et Ça j'avais une autre répond? question. Oui, 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 ça répond. Merci beaucoup. Par rapport à l'effort de travail en dehors des heures de formation, parce qu'on part sur un projet professionnel, mais en oui, dehors du travail que l'on va faire sur notre propre projet professionnel, est-ce oui. qu'il y a des travaux à rendre en intercession Non, qui nous demandent de mobiliser du temps aussi en dehors non, du non, projet? non. En D'accord. fait, la seule chose qui est évaluée dans le cadre de la formation, c'est la soutenance. Mm. Mais par contre, vous avez des points relais, c'est-à-dire que toutes ces activités autour de votre projet sont autant de moments qui sont dédiés au fait de faire un point. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire une pré-soutenance, quand on vous demande Mm. de faire un échange avec quelqu'un d'autre de la promo pour exposer votre projet, ce sont autant de moments où, de manière implicite, ça Oui, suppose oui, d'avoir quand même travaillé votre oui. projet. Voilà. Mais on est plutôt dans une approche socio-constructiviste, c'est-à-dire que vous apprenez avec les pairs, vous apprenez évidemment avec les intervenants, ça va de soi, mais il y aura beaucoup d'échanges entre pairs.
Pourquoi? Parce que vous comprenez, c'est-à-dire vous êtes dans le processus d'apprentissage, vous êtes dans le processus de créer un projet, et donc vous êtes un petit peu tous à la même enseigne, et donc vous pouvez vous expliquer des astuces, des choses que quelqu'un qui est un peu extérieur à tout ça, c'est-à-dire que nous, en tant qu'intervenants, on est un peu extérieur, on n'est pas dans le même registre, c'est-à-dire qu'on essaie de vous apporter un savoir, de vous apporter des accompagnements, mais on n'est pas en train de faire un projet comme vous. Donc, vous pourriez nous dire, oui, mais vous ne comprenez pas ce qu'on subit avec le boulot, avec le projet à développer, etc. C'est pour ça que c'est très important aussi que vous puissiez vous référer à vos pairs et leur demander des astuces. Comment tu t'organises? Moi, j'ai du mal, je dois aller chercher ma petite à l'école, j'ai du mal à trouver une place pour le projet, tu t'y prends comment? C'est par exemple ces questions-là que vous pouvez vous poser. Mhm. Ou j'ai mon chef qui me tanne, j'ai un projet, un dossier à rendre, j'ai du mal à dégager du temps. Tu t'y prends comment? Comment tu arrives à jongler avec tout ça? Voilà. Mhm. Typiquement, l'approche socio-constructiviste essaye de répondre à tout ça. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir, Audrey. Bien. Eh bien, écoutez, on a un peu débordé, mais je pense que c'était important au niveau du temps. Mylène a dû prendre congé. Euh, je vais répondre à deux dernières questions. Il y a Sylvie. C'est ça, Oui. Sylvie? Oui, Alors, j'avais posé la question dans le chat, mais rapidement, j'avais vu que dans les prérequis, c'était noté bac+3 et oui, expérience. oui, Est-ce que si on a un bac+2, on peut quand même envoyer sa candidature? oui, oui, oui. Alors là, ça peut être compensé par une bonne expérience professionnelle. Et puis, on a des autodidactes aussi, hein. Des Mm. personnes qui ont certes un bac+2, mais qui ont un parcours qui fait qu'ils connaissent beaucoup de choses. Donc, alors pourquoi on sélectionne à un niveau bac+4, bac+5 idéalement, hein, c'est-à-dire, bon, bac+3, c'est un peu euh, la condition d'avoir une expérience professionnelle à côté, c'est tout simplement parce on va aborder des contenus qui des fois sont issus de la recherche, et c'est pour éviter que des personnes qui n'ont pas ces bagages d'études soient un petit peu perdues dans les propos qu'on pourrait tenir. Si on prend de la hauteur, qu'à un moment donné, ça les perde pas. Voilà. Mais si vous nous faites comment dirais-je, la démonstration dans votre parcours que vous êtes tout à fait capable de comprendre et d'échanger avec des acteurs qui sont issus de la recherche par rapport à la ludopédagogie, ça nous va très bien. On a eu des personnes qui ont suivi le DU avec un niveau bac+2 et qui ont fait la formation et qui s'en sont très bien sortis. Voilà. Mais par contre, je préfère le dire d'entrée de jeu. Si dès qu'on parle de recherche, c'est quelque chose qui vous donne des boutons, ou ça vous stresse, ou ça vous fait peur, bah, là, il vaut mieux pas candidater. Parce que c'est vrai que des fois, on part sur des concepts théoriques. Tout à l'heure, on avait Oussama qui nous a parlé de Paris 13. Et c'est vrai que quand on compare et qu'on parle voilà, de concepts théoriques qu'on pourrait avoir chez Paris 13, il faut pas que ce soit quelque chose qui euh, vous fasse peur ou qui vous perde. Voilà. C'est surtout ça le souci qu'on a. Ça va, Sylvie? Ça répond à ta question? Ok, voilà. Bien, bah, écoutez, je pense que j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a une question dans le chat qui m'aurait échappé? Non, je pense qu'on a répondu à tout. Je balaye, je vois pas d'autres questions. Euh, Bah écoutez, ouverture des candidatures, je pense, le 13 mai. Et puis, s'il y a une question qui vous vient après coup, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, nous, on va partager rapidement cet enregistrement avec donc le compte-rendu opéré par l'assistant virtuel qui nous accompagne pour avoir un peu une trace de tout ce qu'on s'est dit durant cette session de présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci Stéphane d'être resté jusqu'au bout. Merci Merci à à toi, Mylène Julien. qui nous a quittés un peu plus tôt pour des raisons personnelles. Et puis au plaisir de vous retrouver donc parmi les candidatures et on l'espère dans le cadre du DU. À bientôt. Merci beaucoup, au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir, Au bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir, merci.